Il y a un instant précis où tout bascule. Ce moment où vous réalisez que votre main a décroché le téléphone avant même que votre esprit conscient n'admette la solitude. Ce moment où vos lèvres sourient dans une pièce qui vous étouffe, où vos mots s'arrêtent net alors que chaque fibre de votre être hurle de parler. Vous croyez choisir, vous croyez décider, mais sous cette illusion rassurante, quelque chose d'autre tire les ficelles, quelque chose de plus ancien que votre raison, plus silencieux que vos pensées et infiniment plus puissant que votre volonté. Imaginez-vous debout devant un miroir. Vous voyez votre visage, vos yeux, l'expression que vous composez pour le monde. Mais derrière ce reflet, dans les profondeurs du verre, une autre présence observe. Elle connaît vos peurs avant que vous ne les nommiez. Elle guide vos pas vers des chemins que vous n'avez jamais consciemment choisis. Cette présence, c'est votre inconscient, le véritable architecte de votre existence. Les neuroscientifiques nous révèlent une vérité vertigineuse. 95% de vos comportements quotidiens ne sont pas le fruit de décisions conscientes, mais d'automatismes programmés dans les circuits les plus profonds de votre cerveau. 95%. Réfléchissez à ce chiffre. Cela signifie que la personne que vous croyez être, celle qui réfléchit, planifie et décide, ne contrôle en réalité qu'une fraction minuscule de votre vie. Le reste appartient à cette intelligence souterraine qui opère dans l'ombre, tissant votre réalité pendant que votre esprit conscient se croit aux commandes. Vous respirez sans y penser. Votre cœur bat sans permission. Vos pupilles se dilatent face au danger avant que vous ne compreniez pourquoi. Mais ce n'est que le début. L'inconscient ne se contente pas de maintenir votre corps en vie. Il orchestre également vos émotions, vos désirs, vos répulsions. Il décide qui vous attire et qui vous repousse. Il choisit les métiers qui vous appellent et ceux qui vous effraient. Il construit des ponts vers certaines personnes et dresse des murs invisibles autour d'autres. Pensez à la dernière fois où vous êtes tombé amoureux. Vous avez probablement raconté cette histoire comme une rencontre magique, un coup du destin, un choix du cœur. Mais était-ce vraiment un choix? Ou bien votre inconscient a-t-il reconnu dans cette personne un écho familier, une résonance avec des schémas gravés en vous depuis l'enfance? La courbe de son sourire qui rappelle celui de votre mère, le timbre de sa voix qui évoque une sécurité oubliée, ou peut-être au contraire sa distance émotionnelle qui réactive une blessure ancienne que votre psyché tente désespérément de guérir en la revivant. L'inconscient est comme un pianiste invisible. Vos doigts courent sur les touches, mais vous ne dirigez pas vraiment la mélodie. Elle était déjà écrite, composée de par des années d'expérience, de joies minuscules et de traumatismes silencieux. Un conducteur rentre chez lui sans se souvenir du trajet. Ses mains ont tourné le volant au bon moment, ses pieds ont freiné au feu rouge, mais son esprit conscient était ailleurs, perdu dans des pensées qui flottaient comme des nuages. Le corps connaissait le chemin, parce que l'inconscient l'avait cartographié, neurone après neurone, répétition après répétition. C'est ici que réside le paradoxe le plus troublant de l'existence humaine. Vous êtes à la fois le capitaine et le courant, le pilote et la tempête. Vous tenez le gouvernail de votre vie, convaincu de choisir votre cap. Mais sous la coque, des forces invisibles sculptent votre route depuis les abysses. Vous n'êtes pas seulement une personne, vous êtes une multiplicité. Un dialogue permanent entre la lumière de la conscience et l'obscurité fertile de l'inconscient. Freud, le père de la psychanalyse, comparait l'esprit humain à un iceberg. La partie immergée, brillante sous le soleil, représente votre conscience. Tout ce que vous voyez, pensez et contrôlez activement. Mais sous la surface des eaux glacées se cache une masse colossale, 9 fois plus grande, qui détermine la trajectoire de l'iceberg tout entier. Cette masse, c'est votre inconscient. Elle porte le poids de tout ce que vous avez vécu et oublié, de tout ce que vous avez ressenti et refoulé, de toutes les leçons que votre corps a apprises pendant que votre esprit regardait ailleurs. Carl Jung est allé plus loin encore. Il a parlé d'un inconscient collectif. Une mer profonde que nous partageons tous, remplie de symboles ancestraux et d'archétypes universels. Les mêmes rêves traversent les continents, les mêmes peurs hantent les cultures. Le héros, l'ombre, la mer, le sage. Ces figures apparaissent dans les mythes de Tokyo,
comme dans ceux de Paris, parce qu'elles ne sont pas apprises, elles sont héritées. Elles vivent dans les couches les plus anciennes de votre psyché, murmurantes et éternelles. Mais vous n'avez pas besoin de croire en Freud ou en Jung pour ressentir cette vérité. Vous l'avez déjà vécue, cette fois où vous avez évité quelqu'un dans la rue sans savoir pourquoi, cette décision professionnelle que vous avez prise sur un pressentiment qui s'est révélé juste, ce rêve récurrent qui vous laisse troublé au réveil, porteur d'un message que vous ne savez pas déchiffrer. Votre inconscient parle constamment, pas avec des mots, mais avec des sensations, des intuitions, des coïncidences qui n'en sont peut-être pas. La science moderne confirme ce que les philosophes pressentaient. Les scanners cérébraux révèlent que votre cerveau prend des décisions plusieurs secondes avant que votre conscience n'en ait connaissance. Lorsque vous croyez choisir de lever la main, les régions motrices de votre cerveau se sont déjà activées. L'illusion du libre arbitre se fissure sous le microscope. Vous n'êtes pas celui qui décide. Vous êtes celui qui observe les décisions déjà prises dans les coulisses de votre esprit et qui s'en attribue le mérite. Alors, qui contrôle vraiment votre vie? Si 95% de vos actions sont automatiques, qui est aux commandes? La réponse est à la fois simple et terrifiante. Personne. Et tout le monde. Votre histoire personnelle, vos blessures d'enfance, vos conditionnements culturels, vos traumatismes non résolus, tous ces fantômes silencieux habitent les corridors de votre inconscient et votent à votre place, décident à votre place, vivent à votre place. Pendant ce temps, vous, la conscience, vous vous promenez en surface, persuadé d'être le maître du navire, alors que vous n'êtes qu'un passager qui commente le voyage. Mais cette prise de conscience n'est pas une condamnation, c'est une invitation, une porte qui s'entr'ouvre sur les profondeurs de vous-même. Avant que vous ne sachiez parler, vous saviez déjà ressentir. Avant votre premier mot, le monde avait déjà commencé à écrire en vous. Non pas avec des lettres, mais avec des silences, des regards, des tonalités de voix. Un enfant de 3 ans ne comprend pas le divorce de ses parents, mais son corps enregistre la tension dans l'air, comme un baromètre enregistre l'orage. Une petite fille ne sait pas pourquoi maman pleure derrière la porte fermée, mais elle apprend une leçon fondamentale. L'amour fait mal, et il vaut mieux ne pas trop en demander. Votre inconscient s'est formé dans ces moments-là. Dans la cuisine, où votre père a haussé la voix et où vous avez compris qu'exprimer un besoin pouvait déclencher la colère. Dans la cour d'école, où vos camarades ont ri de votre dessin et où vous avez décidé, sans le formuler, que la créativité était dangereuse. Dans cette nuit où vous avez appelé et où personne n'est venu, et où votre cerveau en développement a encodé une vérité dévastatrice. Tu es seul, et il faudra t'y habituer. Les psychologues du développement nous apprennent que les 7 premières années de vie sont cruciales. Pendant cette période, votre cerveau est une éponge géante absorbant tout sans filtre critique. Vous ne pouviez pas distinguer entre ce qui était vrai et ce qui était simplement l'humeur passagère d'un adulte fatigué. Alors vous avez tout pris personnellement. La distance de votre mère est devenue « je ne suis pas aimable ». L'absence de votre père est devenue « je ne mérite pas qu'on reste ». Ces conclusions erronées se sont solidifiées en croyances profondes, en fondations psychiques sur lesquelles vous avez ensuite construit toute votre vie d'adulte. Imaginez un petit garçon assis dans le salon familial. Il dessine joyeusement, fier de ses couleurs vives. Il court montrer son œuvre à sa mère, mais elle est au téléphone, stressée par une conversation difficile. Sans même regarder le dessin, elle dit « Pas maintenant, tu vois bien que je suis occupée ». Sa voix n'est pas méchante, juste distraite. Pour elle, c'est un moment sans importance, oublié 5 minutes plus tard. Mais pour l'enfant, c'est une brique posée dans l'édifice de son identité. Son inconscient enregistre « Mon enthousiasme dérange. Ma joie est un fardeau. Il faut que je me fasse petit ». 30 ans plus tard, cet homme, devenu brillant dans sa carrière, ne comprend pas pourquoi il ne peut jamais célébrer ses succès. Pourquoi chaque promotion le plonge dans une anxiété inexplicable. Pourquoi il minimise systématiquement ses accomplissements. Il ne se souvient pas du dessin refusé. Sa mémoire consciente a effacé ce moment banal. Mais son inconscient, lui, n'oublie jamais. Il continue d'appliquer cette règle apprise à 3 ans. Ne prends pas trop de place, ta joie pourrait déranger.
C'est ce que les neuroscientifiques appellent la plasticité neuronale pendant l'enfance. Chaque expérience émotionnelle intense grave des chemins neuronaux dans votre cerveau. Plus un chemin est emprunté, plus il devient une autoroute. Si chaque fois que vous exprimez de la colère on vous punit, votre cerveau crée une association. Colère égale danger. Adulte, vous devenez incapable de poser vos limites, éternellement souriant même quand on vous piétine, sans comprendre pourquoi la rage que vous avalez se transforme en migraine et en insomnie. Une femme répète le même schéma amoureux. Elle tombe toujours amoureuse d'hommes émotionnellement indisponibles. Des hommes charmants au début, puis distants, fuyants, présents par intermittence. Ses amis lui disent « Tu mérites mieux. Pourquoi tu choisis toujours le même type ?» Elle ne sait pas répondre. Elle croit sincèrement qu'il s'agit de malchance, de coïncidences malheureuses. Mais son inconscient, lui, sait exactement ce qu'il fait. Il recherche la familiarité. Enfant, son père était un homme brillant mais distant, souvent absent pour le travail. Quand il rentrait, il apportait des cadeaux et des moments magiques, puis repartait. Elle a appris que l'amour était intermittent, qu'il fallait le mériter, qu'il ne pouvait jamais être acquis. Son inconscient a encodé ce pattern comme normal. Aujourd'hui, quand elle rencontre un homme stable, disponible, constant, son système d'alarme interne se déclenche. Cet homme-là ne ressemble pas à l'amour qu'elle connaît. Son inconscient le rejette comme ennuyeux ou sans passion, alors qu'en réalité, il est simplement sain. Ce qu'elle appelle passion n'est que l'anxiété d'attachement qu'elle confond avec l'amour depuis l'enfance. Les recherches en psychologie de l'attachement confirment ce mécanisme. Votre relation avec vos premiers donneurs de soins crée un modèle interne de ce qu'est sont les relations. Si l'amour était conditionnel, vous passerez votre vie à performer pour être aimé. Si l'amour était chaotique, vous recréerez le chaos pour vous sentir chez vous. Si l'amour était absent, vous fuirez l'intimité ou vous y accrocherez avec désespoir. Votre inconscient ne cherche pas votre bonheur, il cherche votre survie. Et pour l'inconscient, survivre signifie rester dans le connu, même si le connu fait mal. La douleur familière semble plus sûre que le bonheur inconnu. C'est pourquoi vous sabotez les bonnes choses. C'est pourquoi vous fuyez quand quelqu'un vous aime vraiment. C'est pourquoi vous restez dans des situations toxiques alors que la porte de sortie est grande ouverte. Votre inconscient ne voit pas cette porte. Il voit seulement le danger de l'inconnu au-delà. Chaque culture ajoute aussi ses propres programmations. En France, on apprend qu'il faut se méfier de l'enthousiasme excessif, que la modestie est une vertu, que se plaindre est socialement acceptable, mais se vanter est vulgaire. Ces codes culturels s'infiltrent dans votre inconscient comme l'eau s'infiltre dans la terre. Vous ne les choisissez pas, vous les respirez. Ils deviennent votre manière de penser, votre grille de lecture du monde. Un enfant élevé dans une famille où l'on ne parlait jamais d'argent, où c'était un sujet tabou associé à la honte, deviendra un adulte qui sabote sa réussite financière. Non pas parce qu'il n'est pas capable, mais parce que son inconscient associe l'argent à quelque chose de sale, de dangereux pour les liens familiaux. Gagner plus que ses parents devient inconsciemment une trahison. Tous ces fils invisibles tissent la toile de votre personnalité. Vous pensez être libre, mais vous dansez au rythme d'une musique composée il y a des décennies. Les psychanalystes disent que nous passons notre vie d'adulte à rejouer les conflits non résolus de notre enfance, espérant cette fois obtenir un dénouement différent. Nous cherchons l'approbation que nous n'avons pas reçue. Nous tentons de prouver notre valeur aux fantômes du passé. Nous construisons des empires pour impressionner des parents qui ne sont plus là ou qui ne regarderont jamais vraiment. Et le plus tragique, nous ne nous souvenons même pas de la plupart de ces moments fondateurs. La mémoire consciente a classé ces événements comme insignifiants. Mais l'inconscient les garde précieusement, comme des archives secrètes qui déterminent qui vous aimez, ce que vous craignez et jusqu'où vous vous autorisez à réussir. Vous êtes devenu un étranger à votre histoire, et cet oubli vous coûte plus cher que vous ne pouvez l'imaginer. Alors vous grandissez. Vous apprenez à marcher droit, à parler poliment, à sourire aux bonnes personnes. Vous apprenez les règles du jeu social et, quelque part en chemin, vous oubliez qui vous étiez avant d'apprendre à jouer. L'enfant spontané qui riait sans retenue, qui pleurait sans honte, qui demandait de l'amour sans calcul. Cet enfant-là devient encombrant. Le monde ne veut pas de sa vérité brute. Alors vous l'enfermez quelque part au fond de vous et vous construisez par-dessus un personnage plus acceptable. Un masque si bien porté qu'avec le temps, vous oubliez qu'il s'agit d'un masque.
Ce masque a de nombreux visages. Pour certains, c'est le perfectionniste, celui qui ne peut s'arrêter, qui transforme chaque tâche en examen de sa valeur personnelle. Il travaille jusqu'à l'épuisement, non pas par passion, mais par terreur. Terreur que si son travail n'est pas impeccable, on découvre la vérité, qu'il n'est pas assez, qu'il ne l'a jamais été, qu'il ne le sera jamais. Son inconscient a décidé il y a longtemps que l'amour devait se mériter par la performance. Alors il performe, encore et encore, dans une pièce de théâtre sans fin où les applaudissements ne viennent jamais vraiment. Pour d'autres, c'est le caméléon social, celui qui change de couleur selon la pièce dans laquelle il entre. Avec ses collègues, il est ambitieux et rationnel. Avec sa famille, il est le bon fils obéissant. Avec ses amis, il est l'amuseur, celui qui cache sa tristesse derrière des blagues. Il est tellement occupé à être ce que les autres attendent qu'il ne sait plus qui il est quand personne ne regarde. Son inconscient a appris que montrer son vrai visage était dangereux, que l'authenticité menait au rejet. Alors il s'adapte, se transforme, disparaît dans les attentes des autres, comme une ombre au crépuscule. Il y a aussi celui qui fuit, le nomade émotionnel qui ne reste jamais assez longtemps pour que quelqu'un le connaisse vraiment. Dès qu'une relation devient intime, dès que quelqu'un commence à voir derrière le rideau, il trouve une raison de partir. Un nouveau projet, une nouvelle ville, un nouveau partenaire. Il appelle ça l'indépendance, la liberté, le refus de la routine. Mais son inconscient sait la vérité. Il fuit la vulnérabilité parce qu'autrefois, être vulnérable l'a détruit. Mieux vaut partir avant d'être abandonné, mieux vaut contrôler la séparation que de la subir. Ces masques ne sont pas des mensonges, ce sont des stratégies de survie. Votre inconscient les a sculptés avec soin, testés pendant des années, raffinés jusqu'à la perfection. Ils vous ont protégé quand vous étiez petit et sans défense. Le problème, c'est qu'ils continuent de vous protéger maintenant alors que les dangers ont disparu. Vous êtes devenu adulte, mais votre système de défense psychique, lui, est resté figé dans le temps, réagissant aux menaces d'hier comme si elles étaient toujours présentes aujourd'hui. Les neurosciences nous montrent que le cerveau privilégie toujours les circuits neuronaux déjà établis. C'est ce qu'on appelle la dépendance au chemin. Votre cerveau est comme une forêt où certains sentiers ont été tellement empruntés qu'ils sont devenus des routes pavées. Emprunter ces routes demande peu d'énergie. C'est automatique, confortable. Créer un nouveau chemin, en revanche, demande un effort colossal. Alors même quand ces vieilles routes vous mènent à la souffrance, votre cerveau les préfère parce qu'elles sont familières. C'est pourquoi vous répétez les mêmes erreurs. Ce n'est pas de la stupidité, c'est de la biologie. Votre amygdale, cette petite structure en forme d'amande au cœur de votre cerveau, scanne constamment l'environnement à la recherche de danger. Mais elle ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger symbolique. Pour elle, la désapprobation sociale active les mêmes alarmes qu'un prédateur. Alors, vous évitez les conflits, même quand ils sont nécessaires. Vous dites oui quand vous pensez non. Vous souriez quand vous saignez à l'intérieur. Et personne ne voit la guerre qui fait rage en vous. De l'extérieur, vous avez l'air de fonctionner. Vous avez un emploi, des relations, une routine. Vous cochez les cases de ce qu'on appelle une vie réussie. Mais à l'intérieur, quelque chose hurle. Une partie de vous sait que vous jouez un rôle, que vous vivez une vie qui ressemble à une vie, sans vraiment en être une. Vous êtes comme un acteur tellement habitué à son personnage qu'il a oublié le son de sa propre voix. Carl Jung appelait cette partie refoulée de vous-même l'ombre. Tout ce que vous ne pouvez pas accepter en vous, tout ce qui ne correspond pas à l'image que vous voulez projeter. Vous l'enfermez dans ce territoire obscur de votre psyché. Votre colère si vous avez appris que la gentillesse était la seule façon d'être aimé. Votre ambition si vous avez grandi dans une famille où réussir trop était perçu comme une trahison. Votre besoin d'intimité si vous avez été blessé chaque fois que vous l'avez cherché. Mais l'ombre refuse de rester silencieuse. Elle se manifeste de façon détournée. Dans vos rêves, où vous êtes poursuivi par une créature menaçante qui, si vous osiez vous retourner, aurait votre visage. Dans vos lapsus, ces moments où vous dites exactement ce que vous ne vouliez pas dire, comme si une autre bouche parlait à travers la vôtre. Dans vos réactions disproportionnées, cette rage soudaine face à une remarque anodine parce qu'elle a touché une blessure que vous pensiez avoir enterrée. La psychologie moderne confirme ce que Jung pressentait. Les émotions refoulées ne disparaissent pas, elles se transforment. En anxiété chronique, cette sensation diffuse que quelque chose de terrible va arriver sans savoir quoi.
En dépression, cet épuisement existentiel qui n'a pas de cause apparente. En maladie psychosomatique, ce corps qui crie ce que la bouche refuse de dire. Migraines inexplicables, douleurs chroniques, troubles digestifs, tous ces symptômes que les médecins ne peuvent pas vraiment expliquer parce qu'ils ne cherchent que dans le corps, alors que la source est dans la psyché. Vous essayez de contrôler votre vie, mais le contrôle lui-même est souvent un symptôme de traumatisme. Enfant, vous étiez impuissant face au chaos autour de vous. Adulte, vous tentez frénétiquement de tout maîtriser pour ne plus jamais ressentir cette terreur de l'impuissance. Vous planifiez obsessionnellement, vous micromanagez vos relations, vous essayez de prévoir chaque variable. Et quand la vie, dans son imprévisibilité naturelle, échappe à votre contrôle, vous vous effondrez. Parce que pour votre inconscient, perdre le contrôle ne signifie pas simplement de l'inconfort. Cela signifie un retour à ce moment originel de vulnérabilité totale. Il y a un prix à payer pour vivre coupé de votre inconscient. Le prix, c'est le sentiment d'être un étranger dans votre propre vie. De regarder vos journées défiler comme un film que vous ne vous rappelez pas avoir choisi de voir. De ressentir ce vide étrange au milieu du succès, cette question qui revient la nuit. C'est vraiment ça ma vie? Vous avez tout ce dont vous pensiez vouloir, mais rien de ce dont vous aviez vraiment besoin. Parce que ce dont vous aviez vraiment besoin, c'était d'être vu, compris, accepté dans votre totalité. Non pas seulement dans vos réussites et vos sourires, mais aussi dans vos peurs et vos blessures. Vous aviez besoin de permission pour être humain, mais personne ne vous l'a donné. Alors vous avez appris à être un humain partiel, montrant seulement les parties acceptables, cachant le reste dans les caves de votre psyché où elles moisissent dans l'obscurité. Mais l'ombre refuse de rester silencieuse. Elle se manifeste de façon détournée. Dans vos rêves, vous êtes poursuivi par une créature menaçante qui, si vous osiez vous retourner, aurait votre visage. Dans vos lapsus, ces moments où vous dites exactement ce que vous ne vouliez pas dire, comme si une autre bouche parlait à travers la vôtre. Dans vos réactions disproportionnées, cette rage soudaine face à une remarque anodine parce qu'elle a touché une blessure que vous pensiez avoir enterrée. Il y a un chemin de retour vers vous-même. Un chemin qui ne commence pas par plus de contrôle, mais par le courage de lâcher prise. Le réveil ne ressemble pas à ce que vous imaginez. Il n'arrive pas dans un éclair de lumière divine, ni dans une révélation soudaine qui réorganise toute votre existence en une nuit. Non. Le réveil arrive dans les petites fissures. Dans ce moment à 3 heures du matin où vous ne pouvez plus dormir parce que le mensonge est devenu trop lourd à porter. Dans cette conversation où vous vous entendez dire les mots habituels et vous réalisez soudain que vous ne les pensez pas, que vous ne les avez peut-être jamais pensés. Dans ce silence après la rupture, après la démission, après l'effondrement, quand tout ce que vous aviez construit pour impressionner le monde gît en ruine et que vous êtes enfin, terriblement, seul avec vous-même. C'est là, dans ces décombres, que commence la vraie rencontre. Pas avec qui vous vouliez être, pas avec qui on vous a dit d'être, mais avec qui vous avez toujours été sous les couches de performance et de survie. C'est inconfortable, c'est déstabilisant, parce que pour la première fois, vous cessez de fuir et vous vous asseyez face à votre propre inconscient, comme on s'assoit face à un vieil ami qu'on a trahi pendant des années. La première étape n'est pas de changer, mais d'écouter. Vraiment écouter. Pas avec l'intention de corriger ou de contrôler, mais avec une curiosité bienveillante. Pourquoi est-ce que je ressens cette anxiété quand tout va bien? Pourquoi est-ce que je sabote systématiquement mes relations au moment où elles deviennent intimes? Pourquoi est-ce que je me sens coupable chaque fois que je réussis quelque chose? Ces questions ne sont pas des accusations, ce sont des invitations, des portes vers les territoires inexplorés de votre psyché. Commencez par observer vos patterns sans jugement. Tenez un journal non pas de vos accomplissements, mais de vos réactions émotionnelles. Quand vous sentez votre corps se contracter, notez-le. Quand une colère disproportionnée surgit, écrivez ce qui l'a déclenchée. Ne cherchez pas encore à comprendre, contentez-vous d'être témoin. Les neurosciences montrent que l'acte simple d'observer et de nommer une émotion réduit déjà son intensité. Votre cortex préfrontal, la partie rationnelle de votre cerveau, s'active et calme l'amygdale en feu. La conscience elle-même devient thérapeutique. Puis viennent les rêves. Ces messagers nocturnes que vous avez ignorés toute votre vie adulte, les reléguant au rang de bizarreries sans importance. Mais votre inconscient parle sa langue la plus pure dans les rêves.
Il utilise des symboles parce qu'il ne connaît pas les mots. Cette maison qui s'effondre dans vos rêves n'est peut-être pas une prémonition, mais une image de votre structure psychique qui demande à être reconstruite. Cette poursuite incessante, dont vous ne voyez jamais le poursuivant, c'est peut-être votre ombre qui essaie de vous rattraper pour enfin être intégrée. Jung recommandait le dialogue actif avec l'inconscient. Cela peut sembler étrange, presque enfantin, mais essayez. Asseyez-vous dans le silence. Posez une question à voix haute à la partie de vous que vous ne comprenez pas. Pourquoi ai-je si peur d'être abandonné? Puis, attendez. Pas avec votre tête analytique qui va inventer une réponse logique, mais avec votre corps, avec vos sensations. Parfois, la réponse vient comme une image, parfois comme une mémoire oubliée qui remonte à la surface, parfois comme une simple sensation dans la poitrine qui se dénoue légèrement. La vraie transformation arrive quand vous cessez de rejeter les parties de vous que vous jugez inacceptables et que vous commencez à les accueillir. Cette colère que vous avez réprimée toute votre vie, elle contient peut-être votre capacité à poser des limites saines. Cette tristesse que vous fuyez dans le travail et les distractions, elle porte peut-être le deuil nécessaire d'une enfance que vous n'avez jamais eue. Cet égoïsme que vous condamnez en vous, il pourrait être la frontière légitime entre vos besoins et ceux des autres. L'intégration de l'ombre ne vous rend pas parfait, elle vous rend entier. Et il y a une liberté immense dans l'entièreté. Vous n'avez plus besoin de surveiller constamment quelle partie de vous est acceptable et laquelle doit rester cachée. Vous pouvez être complexe, contradictoire, humain. Vous pouvez être généreux et avoir besoin de solitude. Vous pouvez être fort et avoir besoin de pleurer. Vous pouvez être intelligent et ne pas savoir quoi faire de votre vie. Les recherches en neuroplasticité nous offrent une vérité libératrice. Votre cerveau peut changer à tout âge. Les circuits neuronaux forgés dans l'enfance ne sont pas des sentences à vie. Chaque fois que vous choisissez consciemment une réponse différente à un déclencheur ancien, vous créez un nouveau chemin neuronal. Au début, ce chemin est fragile, un simple sentier dans la forêt dense de vos habitudes. Mais avec la répétition consciente, il s'élargit. Et un jour, ce n'est plus un effort titanesque de réagir différemment, c'est devenu votre nouvelle nature. Imaginez que vous ayez toujours fui les conflits. Votre inconscient a appris que le conflit signifiait danger. Mais maintenant, conscient de ce pattern, vous choisissez de rester. Juste une fois, quelqu'un vous critique, et au lieu de sourire et de changer de sujet, vous respirez profondément et vous dites « Cela me blesse, peux-tu me parler autrement ?» Votre corps tremble, votre amygdale hurle que vous êtes en danger, mais vous survivez. Et quelque chose de fondamental se reconfigure dans votre psyché. Vous venez de prouver à votre inconscient que la nouvelle croyance est possible. Je peux exprimer mes limites et survivre. Cette réécriture ne se fait pas en un jour. C'est un processus, parfois douloureux, souvent non linéaire. Vous avancerez, puis vous reculerez. Vous aurez des insights profonds suivis de semaines où vous retombez dans les vieux patterns. C'est normal, vous ne démolissez pas une architecture psychique construite sur des décennies en quelques semaines. Mais chaque prise de conscience compte. Chaque moment où vous choisissez la présence plutôt que la fuite, la vulnérabilité plutôt que le masque, la vérité plutôt que la performance. Et lentement, quelque chose change. Vous commencez à reconnaître les signaux de votre inconscient non plus comme des ennemis à combattre, mais comme des informations précieuses. Cette anxiété soudaine n'est plus un dysfonctionnement à médicaliser, c'est un message. Quelque chose dans cette situation ne correspond pas à tes valeurs profondes. Cette attirance inexplicable vers une personne n'est plus juste du désir, c'est une opportunité de comprendre quels besoins non comblés elle réveille en toi. Vous devenez le pont entre vos deux mondes intérieurs. La conscience qui marche à la surface et l'océan inconscient qui pulse en dessous ne sont plus séparés par un mur, mais reliés par un dialogue constant. Vous ne contrôlez pas votre inconscient, ce serait aussi absurde que d'essayer de contrôler les marées, mais vous apprenez à naviguer avec lui plutôt que contre lui. Il y a une scène dans les traditions anciennes qui revient sans cesse. Les héros doivent descendre aux enfers avant de pouvoir renaître. Orphée cherchant Eurydice, Inanna franchissant les 7 portes du monde souterrain, le Christ dans le tombeau avant la résurrection. Ce n'est pas une métaphore vide, c'est la carte psychologique de toute vraie transformation. Vous devez descendre dans vos propres enfers intérieurs, affronter ce qui vous terrifie, récupérer les parties de vous que vous avez abandonnées avant de pouvoir vivre pleinement à la lumière. Et quand vous remontez, quand vous émergez de cette descente, vous n'êtes plus la personne qui est descendue. Vous êtes plus vaste, plus compatissant vers vous-même et donc envers les autres. Vous comprenez que chaque être humain porte ses propres blessures invisibles, ses propres programmations inconscientes. Vous cessez de juger si durement parce que vous avez vu vos propres abysses.
Votre inconscient n'était jamais votre ennemi. Il était votre gardien maladroit, utilisant des outils d'enfant pour protéger un adulte, rejoint d'anciennes stratégies dans un nouveau monde. En le reconnaissant, en l'écoutant, en l'intégrant, vous ne perdez pas le contrôle de votre vie. Vous gagnez quelque chose de bien plus précieux. Vous gagnez vous-même. Toutes vos parts, lumière et ombre, peur et courage, blessure et force. 95% de votre vie est gouvernée par l'inconscient. Mais maintenant, vous savez que ces 95% ne sont plus un territoire ennemi à conquérir, c'est votre terre natale à redécouvrir. Et dans cette redécouverte réside la seule liberté qui compte vraiment. La liberté d'être enfin, totalement, irréductiblement vous-même.